Production. Vous êtes donc sur Arabelle dans l'émission L'Orient Express. Et donc, nous avons une émission un peu spéciale sur Alep. Et surtout parce que il y a un an, Myrna était aussi à Alep pour témoigner de la situation sur le terrain. Donc Myrna, tu en es revenue avec beaucoup d'images gravées dans ta tête et dans ton appareil photo. Oui, tout à fait. C'était un moment assez difficile d'arriver donc dans cette ville que j'avais bien connue avant le conflit et de voir l'étendue d'ailleurs des destructions dans certains quartiers, de plus reconnaître certains endroits aussi que j'avais connus avant, complètement défigurés par la guerre, et d'être témoin de tous ces siècles d'histoire qui se sont qui se sont carrément envolés en fumée. Et au-delà d'ailleurs de la tragédie humaine, la guerre d'Alep a été une guerre aussi à la ville, à l'urbanisme et au patrimoine. Et d'ailleurs, j'avais lu dans un article le terme urbicide. Et je trouvais que ça collait vraiment bien à la réalité de ce qu'on a pu voir sur place aussi. Donc, Et comme tu nous le disais en introduction, Alep, c'est la deuxième ville de Syrie, capitale économique et bastion industriel. Alep était vraiment un joyeux historique. Tout à fait. D'ailleurs, Alep est l'une des plus vieilles cités au monde. Donc, bien sûr, les Halabines, ils disent que c'est leur ville qui est la première ville. Nous, les Damascènes, on dit que c'est la nôtre. Mais bon, donc on a toujours cette petite rivalité. Et justement, donc, elle avait été fondée sous le nom de Halab au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Et la ville, à l'époque, déjà connaissait une prospérité économique grâce à justement sa localisation au croisement de plusieurs routes commerciales majeures. Et en plusieurs millénaires d'histoire, la ville a connu donc la domination des Hittites, des Assyriens, des Arabes, des Mongols, des Mamelouks ou encore des Ottomans. Donc la vieille ville d'Alep, comme je l'avais dit, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, était, parce que bon, on va en parler un peu plus en profondeur un peu plus tard, riche justement de ce patrimoine exceptionnel qui a témoigné des nombreuses occupations qu'a subies justement la ville, mais dont il ne reste malheureusement plus grand-chose après 4 ans de conflits meurtrier. Comme le premier exemple qui me vient en tête, c'est la grande mosquée des Omeyyades d'Alep. Tout à fait. Donc, ouais, la mosquée des Omeyyades d'Alep, parce qu'il y a celle de Damas aussi. Donc, elle a été créée au 8e siècle. Donc la mosquée des Omeyyades. Et elle avait perdu justement un de ses minarets. Donc, je pense qu'on connaît tous cet épisode-là, donc en avril 2013. Donc voilà, la responsabilité avait toujours été rejetée sur l'autre camp. Chaque camp rejetait la responsabilité sur l'autre. Et quand j'y étais justement l'an passé, l'ensemble du bâtiment, en particulier sa cour intérieure, était vraiment gravement endommagée par les combats et c'était vraiment transformé en vraie zone de guerre. Parce que ça donnait sur le souk d'ailleurs aussi. Donc c'était des sortes de tunnels, enfin, pour passer d'un endroit à l'autre. Oui. Vraiment une zone de guerre. Et donc à Alep, qu'est-ce qu'on pouvait ou peut trouver d'autre comme monuments célèbres? L'un des plus célèbres monuments de la ville, donc la citadelle, la citadelle d'Alep, bien sûr. C'était une forteresse médiévale construite entre le XIIe et XIIIe siècle sur une butte d'une trentaine de mètres de hauteur qui surplombe justement la vieille ville. Il s'agit apparemment d'un des plus vieux châteaux existants dans le monde. Ça, je ne savais pas. Et l'un des monuments les plus renommés, bien sûr, du Moyen-Orient. D'ailleurs, il y avait beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes chaque année qui venaient vraiment voir ce joyau historique. Et est-ce qu'il est toujours debout? Donc, la citadelle a subi quand moi j'y étais, donc a subi de nombreux dommages depuis donc le début du conflit. Aussi, il y avait une partie des remparts historiques, je crois, qui étaient qui ont été endommagés après une explosion par un tunnel justement qui était situé sous la citadelle. Donc, je crois que c'était en 2015. Depuis le point de vue en hauteur qu'offre la citadelle, en fait, c'est assez terrible parce qu'on voit vraiment dans le panorama on voit Alep, quoi, et on voit à quel point de nombreux bâtiments ont été rasés ou dévastés, éventrés. C'est assez apocalyptique comme vue et c'est assez choquant quand on...
Et d'ailleurs, pour rappel, donc, la vieille ville qui est née au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, elle est classée, comme tu l'as dit, au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle s'est vraiment retrouvée au cœur de l'affrontement entre les différents belligérants. Oui, par exemple, le souk, qui était le plus grand marché couvert au monde, qui avait une longueur approximative de 13 km, est en partie en ruine. Donc moi, ce que j'ai vu, c'était vraiment... tout était en ruine. Donc maintenant, bien sûr, on va en parler encore dans quelques minutes pour voir si... Qu'est-ce qui s'est passé maintenant, justement, parce que quand j'y suis arrivée l'année passée, c'était vraiment une vue qui glaçait le sang. C'était quand on sait que c'était un poumon touristique, on va dire, où il y avait plus ou moins 4000 échoppes, je crois, de différents, enfin, beaucoup d'ateliers. Vraiment, ça reflétait la longue histoire commerciale de cette ville qui était au croisement des civilisations. Et de voir ça, que ce n'est plus qu'un immense... dédales de ruelles qui ont été témoins d'une violence vraiment inouïe, des murs noircis donc, par les combats, les champs de ruines. C'est vraiment... ça brise le cœur de voir ce genre de choses. Même si c'est des pierres, c'est horrible de voir ça. D'ailleurs, donc, le souk était... donc à l'époque, le souk était divisé en plusieurs souks et khan, donc les caravansérails. Mais je pense que justement, Monsieur Deslandes qui est avec nous aujourd'hui pourra vraiment plus en parler en détail parce que moi je vous parle de juste après les combats, donc il y a un an. Monsieur Deslandes vient enfin il y a quelques mois est rentré donc d'une mission d'Alep justement et on va voir si ce souk est toujours vide et déserté comme moi je l'ai laissé. Et je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le patrimoine de cette ville et sur Halab que j'aurais besoin de 3 heures d'émission. Donc voilà, on a fait juste des endroits un peu symboliques pour maintenant en parler beaucoup plus en profondeur en compagnie de notre invité. Donc voilà, nous allons maintenant parler avec notre cher invité décidément, Bruno Deslandes. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler voilà, de la Syrie, d'Alep et aussi d'autres patrimoines en danger de par le monde. Merci pour votre invitation et pour cette opportunité de pouvoir parler d'Alep un an après la fin des combats. Je pense que la Syrie, d'ailleurs, est l'un des seuls pays qui se lance dans la reconstruction avant même que la guerre ne soit finie. Donc, justement, vous allez peut-être nous en parler aussi. Donc, mais juste avant de s'intéresser vraiment plus en profondeur, Monsieur Deslandes, et parler sur Alep, est-ce que vous pourriez présenter votre organisation en quelques mots pour nos auditeurs qui vous découvrent? Alors la société Art Graphique et Patrimoine est une société française qui a 25 ans d'existence, qui il y a 25 ans était une start-up spécialisée dans les outils de documentation et de diagnostic d'urgence du patrimoine culturel principalement bâti, et qui a rodé très largement tous les outils qu'elle utilise, à savoir des scanners tridimensionnels, des outils de photogrammétrie, de couverture par drone également. Et à un tel point que maintenant on peut la placer dans des situations, utiliser tous ces outils dans des contextes extrêmes, y compris contexte de guerre. C'est à ce titre que nous avons été appelés en début d'année déjà en Syrie sur différents sites. Palmyre, bien évidemment, à 2 reprises, Damas, le centre de Damas, Homs, le Krach des Chevaliers, Kadesh et bien évidemment Alep, où nous y sommes passés à 2 reprises sur de nombreux sites endommagés par les conflits. D'accord. Justement, donc, vu qu'on parle d'Alep, on va rester un peu dans Alep, mais voilà, vous avez mentionné Palmyre aussi, qui est aussi très important. Enfin, ce serait vraiment intéressant d'en parler aussi. Mais pour en revenir à Alep, donc, comme je l'avais dit juste avant, donc des souks à la grande mosquée. Donc on voit que Alep va vraiment porter longtemps, sinon peut-être pour toujours, les cicatrices de ce conflit, justement. Mais comment est-ce que vous avez pu envisager la reconstruction vu l'étendue des dégâts? Quels sont vos moyens? Comment vous voyez ça aussi? Alors ça peut paraître tout à fait paradoxal de parler de reconstruction, alors qu'officiellement, quand on écoute les médias, on nous parle toujours de guerre en Syrie. Donc ça a été ma plus grande surprise au premier semestre 2017, de découvrir déjà en avril-mai que les routes n'étaient pas toutes encore dégagées,
mais qu'il y avait des initiatives tant individuelles, des propriétaires de garages qui changeaient le store, repeignaient l'intérieur et se mettaient à vendre le peu qu'ils trouvaient, ou alors même la municipalité qui creusait des tranchées dans les rues pour remettre en état les réseaux d'assainissement, d'eau et autres. Et donc c'était ce paradoxe déjà quelques mois après la libération. Et depuis, en septembre, quelques mois plus tard, on se rend compte que plus de 300 000 personnes sont revenues en moins de 2 mois revivre dans la ville d'Alep. Ça se voit de façon très évidente sur la route. On revoit des camionnettes avec les matelas, les meubles qui reviennent. Les 450 km de route entre Damas et Alep ont été entièrement refaits. Donc une route neuve avec en parallèle les lignes haute tension qui permettent d'alimenter la ville d'Alep. Maintenant, il y a au moins 12 heures d'électricité par jour, ce qui n'est pas négligeable. D'accord, donc les services publics refonctionnent. D'accord, parce que c'est ça, comme vous le dites, quand on entend parler d'Alep, on entend toujours les mauvaises nouvelles malheureusement, et rarement ce genre de... Et le processus est vraiment en train de s'accélérer, d'évoluer de façon exponentielle, et maintenant, j'ai des nouvelles au quotidien de chantiers, de restauration, enfin, certains bâtiments emblématiques de restauration, mais surtout de déblaiement. Il y a des petits bulldozers qui déblaient les rues, empilent les blocs qui peuvent être réutilisés plus tard pour les reconstructions. C'est un travail considérable qui est mené en ce moment. D'accord. Nous allons continuer donc sur ce sujet passionnant juste après une petite pause. Effectué plusieurs missions. Donc malheureusement, je n'ai pas connu la beauté de cette ville avant les conflits armés et n'ai découvert que les parties endommagées. Et donc votre travail se base sur des images d'archives, sur ce que les gens vous disent Tout à fait, des documents, toutes les archives disponibles auprès de la DGAM, Direction Générale des Antiquités et des Musées, qui est notre partenaire principal pour pouvoir définir les priorités. D'accord. Et donc vous accompagnez en fait les pouvoirs publics pour reconstruire ce qui a été détruit, ou vous avez juste un rôle de recenser? De conseil ou... Non, en début d'année, ça a été principalement des missions de conseil. Et ensuite, à charge de cette direction des antiquités, de définir les priorités, les bâtiments emblématiques prioritaires qu'ils devaient traiter, ce qu'ils ont défini et ont transmis auprès de l'UNESCO. L'UNESCO en son bureau de Beyrouth, qui gère le fonds spécial d'assistance d'urgence, qui ensuite a décidé de supporter financièrement ces projets, la reconstruction, et nous a mandatés pour intervenir sur différents sites. Très bien. Et justement, j'imagine que face à la reconstruction, donc, les choix sont assez difficiles. Peut-être, là, on parle quand même du centre historique, mais est-ce que, je suppose que c'est une question que se posent les gens aussi. Est-ce que ça ne va pas être, par exemple, une reconstruction un peu comme Beyrouth, où le centre, la vieille ville a fait place à d'immenses souks très modernes. Donc, comment va se passer cette reconstruction, justement, à Alep, l'Alep historique, peut-être Alors, il y a plusieurs aspects sur le patrimoine culturel syrien. Effectivement, quand on parle d'un site archéologique isolé tel que Palmyre, on documente en urgence, on fait un diagnostic et le site peut patienter 6 mois, 1 an de plus. Alep, le cœur historique est superposé avec le poumon économique de la ville. Donc il y a vraiment une urgence, aider à la reconstruction de la ville, du pays, de la population, sous-entend d'intervenir sur son patrimoine historique. Et donc, il y a des bâtiments qui ont été choisis, des bâtiments soit parce qu'ils sont emblématiques, on parle de la citadelle, on parle de la mosquée et son minaret qui a été détruit, mais on parle surtout du souk. Le souk, il n'y avait pas de supermarché, c'est-à-dire que les personnes qui faisaient leurs courses le faisaient dans ce souk historique. Donc intervenir sur le souk que vous mentionniez, 12 à 13 km, il y en a 60% qui ont été fortement endommagés et 40 qui l'ont été un peu moins. Et nous sommes intervenus en lien avec la fondation Aga Khan sur la partie la moins endommagée, c'est-à-dire le souk al-Sakatiya au nord-ouest, non loin de la grande mosquée, où juste 3 coupoles ont été traversées par des obus et les boutiques plus ou moins préservées.
C'est celui qui a réouvert il n'y a pas longtemps, justement. Qui est en train. Donc, effectivement, là, les travaux sont encore en cours, mais il y a quelques ruelles voisines qui viennent de... Et vous parlez donc de la Fondation Aga Khan. Justement, ma question, c'est est-ce que vous êtes les seuls acteurs à recenser et documenter ces choses, ou il y a plusieurs autres associations qui sont aussi sur le terrain et qui rapportent l'information à l'UNESCO? Est-ce qu'il y a des soucis d'agenda? On veut tirer, par exemple, une religion ou l'autre Absolument pas, absolument pas. On essaye d'utiliser, d'exploiter au maximum les compétences de chaque intervenant. Il y a des intervenants qui sont allés sur les sites beaucoup plus rapidement que nous, mais parce qu'ils travaillaient principalement par de l'imagerie produite par drone. Donc, sans prendre trop de risques, ils pouvaient fournir une vision générale des sites. Et nos outils sont des outils qui relèvent de l'opérationnel, c'est-à-dire ce sont des scanners tridimensionnels qui, avec des lasers, prennent en une dizaine de minutes plusieurs centaines de millions de mesures. D'accord. Donc physiquement, il faut aller sur le site, il faut aller au milieu des débris, il faut aller au milieu des explosifs quand il en reste encore, et puis collecter le maximum d'informations. Donc là, on est vraiment dans le détail pour préparer l'opérationnel. Il y a effectivement différents acteurs qui regardent le même site, on va dire, mais de différentes Tout à fait. Donc ça, c'est du point de vue opérationnel technique. Et en parallèle à cela, il y a l'aspect décisionnel, il y a l'aspect financier. Et effectivement, la Fondation Aga Khan, qui était déjà très présente sur Alep, Souk et la Citadelle et autres, est de retour et commence à supporter les projets d'inventaire, de diagnostic et de reconstruction. Et vous travaillez avec des équipes locales d'Alep même ou... Tout à fait. Alors sur les questions de documentation et de diagnostic, nous intervenons avec les personnels de la DGAM, qui ont des ingénieurs, qui ont tout un tas d'inspecteurs délocalisés sur Alep, et certains qui viennent de Damas spécialement pour nous accompagner pour prendre les décisions les plus importantes. D'accord. Et au-delà de la reconstruction des sites historiques donc à Alep, qu'est-ce qu'il en est aussi de la reconstruction de la partie est de la ville, on va dire, donc, qui était aussi habitée, mais enfin, qui n'a pas non plus nécessairement des vestiges historiques, mais qui a été vraiment largement affectée. Pour moi, c'est plus difficile de me prononcer sur cette partie-là, puisqu'il y a déjà, rien que dans la ville historique, suffisamment à faire. Quand on demande à dégager 5 ou 6 priorités, quand on voit la situation de la ville, qui effectivement est un peu déstabilisante quand on vient pour la première fois, il y a des zones qui ont été entièrement rasées, où il n'y avait que des cratères. Donc ces cratères ont été remblayés, fouillés, les rues ont été entièrement dégagées, déblayées avec donc, tout un tas de bulldozers qui font tout un tas de découvertes issues des combats. Et effectivement, les autorités ont défini les bâtiments les plus emblématiques, donc le souk, la citadelle, la mosquée avec son minaret, et puis quelques grandes propriétés qui ont été touchées, qui venaient d'être restaurées pour la plupart juste avant les conflits, devaient ouvrir et ont été au quart, au 5e, complètement bombardées, donc sur lesquelles on nous demande d'intervenir. Et à combien de temps vous estimez qu'il va falloir pour reconstruire, on va dire, pas dans son entièreté, j'imagine, parce que ça sera jamais bien pareil, difficile de donner un chiffre, mais les quelques experts qui sont passés sur place estiment tous à au moins une vingtaine d'années pour remettre Alep en état, ce qui correspond à la durée nécessaire lors des destructions passées de la ville. D'accord. Et donc vous avez parlé des sites historiques et de la partie est de la ville, mais est-ce que vous agissez ailleurs en Syrie ? Alors, en Syrie, bien évidemment, ailleurs. Le travail que nous avons réalisé sur Alep n'est pas terminé. C'est une phase intermédiaire qui permet à nos partenaires locaux de pouvoir progresser, commencer à déblayer les bocs, en faire les inventaires. Il faudra documenter les strates qui vont être dégagées. Et puis d'autres bâtiments qui vont venir. Et tout ça accompagné de formations, accompagné de tout un tas de formations pour les personnels de documentation, mais également sur des tailleurs de pierre, sur tous les métiers qui n'ont pas été perdus, mais pour lesquels de nombreux professionnels sont exilés à l'étranger et du progressivement renforcement reviennent. De capacité, en fait, en quelque sorte. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc nous avons, en plus de nos métiers un peu spécifiques, des tailleurs de pierre, enfin tout un tas de corps de métiers qui font l'objet de formations en ce moment. Et vous faites aussi de la formation à développer l'intérêt pour un patrimoine culturel ? Alors paradoxalement, pas encore, et peut-être parce qu'il n'y en a pas besoin.
les Alépins ont tous cette sensibilité très ancrée en eux pour le patrimoine culturel. Ils sont vraiment des amoureux de leur ville, de leur histoire. Et si parfois dans les médias en Europe, on aurait tendance à créer des animosités entre les différents cultes et autres, on se rend compte que non, traditionnellement, tout le monde vivait ensemble et que continue à vivre ensemble. Et avec un seul objectif, faire renaître cette ville d'Alep qui a toujours été à la croisée des routes commerciales, qui a été... Voilà, donc, non. Vous avez été frappé justement par ça, vous qui découvriez donc, cette ville et même peut-être ce pays. Je ne sais pas si vous étiez déjà allé en Syrie globalement avant. J'avais fait le tour des pays adjacents, l'Irak, la Jordanie, le Liban, un peu partout. Mais non, j'ai découvert la Syrie, malheureusement, dans ce contexte. Mais avec tellement de travail devant nous que vous y retournez. Nous y retournerons et nous découvrons chaque jour des merveilles sous les pierres, sous les parties effondrées. On découvre des parements superbes, des panneaux de bois peints. Enfin, on découvre de vraies merveilles et on est impatient de prendre une part encore plus active dans la reconstruction de cette ville. Et vous comptez donc y retourner dans un futur très proche? Alors nous allons y retourner parce que sur Alep, il y a effectivement d'autres sites qui nous demandent, donc nous allons être obligés d'y revenir. Et puis, comme vous le savez, depuis plusieurs mois maintenant, les avancées militaires font que de nombreux sites sont libérés, sont accessibles, et que ce soit le site de Marie près de l'Euphrate, donc il y a de nombreux sites prestigieux qui demandent à des diagnostics et des interventions d'urgence. Justement, vous parliez donc de Palmyre, donc vous y êtes allé à 2 reprises aussi, et vous avez vu une différence entre... Alors Palmyre, nous y sommes allés pour la première fois au mois de juillet, en plein mois de juillet, pendant plus de 4 jours sur place. Donc c'est une ville qui est totalement désertée, il n'y a que des forces militaires qui se trouvent sur place, donc c'est un contexte un peu particulier pour intervenir. Nous avons sur la porte du temple de Bel, temple qui a été explosé, et donc il ne reste juste que l'encadrement de la porte qui est d'accès. Nous savions que historiquement, c'était une structure qui bougeait, donc il fallait étudier les conditions structurelles actuelles, savoir si c'est stable ou pas. Et nous avons réalisé au mois de juillet plus de 180 positions de scanner, ce qui représente quelques centaines de milliards de mesures inframillimétriques. Donc une base de données considérable, et en septembre, nous y sommes repassés, moins de 2 mois après, pensant ne pas voir de changement. Nous avons rescanné ce même élément, et nous avons constaté qu'il y avait eu 1,5 cm de mouvement en moins de 2 mois. Donc la structure est en train de bouger, à charge des autorités syriennes et de l'UNESCO de prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir étayer et stabiliser. Et est-ce que vous avez aussi un impact au niveau du trafic de pièces historiques justement dans la région? Malheureusement non. Ce que l'on peut conseiller et que l'on fait régulièrement, c'est qu'effectivement les sites sur lesquels nous intervenons soient au maximum sécurisés, clôturés, mettre des clôtures quand c'est possible et inexistant pour l'instant. Mais on découvre effectivement qu'il y a des caisses qui étaient prêtes à partir pour l'étranger. Et je crois que toutes les structures internationales bien connues, Interpol et autres, l'UNESCO, travaillent sur ce sujet-là et bloquent d'ores et déjà de nombreux exports par le Liban, par tout un tas d'autres pays. Ce qui ne sont pas les seules portes pour sortir malheureusement. Et effectivement, on découvre régulièrement des pièces qui transitent via la Turquie, Syrie, et qui se retrouvent très rapidement en Asie, par exemple. Donc là, effectivement, tous les experts sont mobilisés pour intervenir. D'accord. Et justement, vous, en tant qu'expert et qui êtes donc allé sur le terrain à plusieurs reprises, vous êtes assez optimiste par rapport à justement cette reconstruction. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait retrouver une partie de ce patrimoine justement tel qu'il était avant? Bon, j'imagine bien sûr pas à la pierre même, on va dire, ni au centimètre même, mais tous ces sites dont on a parlé, qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre par les combats, qu'est-ce qui est récupérable? Qu'est-ce qui ne sera jamais restauré, par exemple? Avant de me rendre à Alep, je pensais que la ville était quasiment intégralement rasée, qu'il ne restait rien d'Alep. D'après ce qu'on avait vu dans les médias ici, on pensait qu'à Alep, il ne restait rien, Homs, il ne restait plus rien. Et j'ai été
je revenais d'une série de missions en Irak, et notamment dans la plaine de Ninive, à Karakosh et autres, et Namroud, donc j'avais vu des sites fortement endommagés. Je m'attendais à ça, et j'ai été agréablement surpris de constater que la citadelle dont vous parliez préalablement n'était pas si touchée que ça. Effectivement, il y a 2 grands fragments d'une trentaine de mètres des remparts qui ont été très endommagés, mais les blocs sont sur les pans inclinés, donc pourront être récupérés. Dans la citadelle même, à part quelques obus qui sont tombés ponctuellement, il y a peu de dégâts. Effectivement, au pied de la citadelle, il y a là où il y avait avant, sur les images d'archives, les anciens marchés aux chameaux et autres, tout ça. Il y avait un grand hôtel Carlton qui a complètement disparu, un cratère de 20 mètres de profondeur et presque 80 mètres de diamètre. Donc il y a des éléments entiers qui ont disparu et qui, eux, ne seront pas récupérables. Donc il va y avoir des dialogues au niveau de la communauté internationale, scientifique. Comment traiter ces zones-là? Ce serait, à mon sens, totalement inopportun de vouloir reconstruire à l'identique. En revanche, tous ces bâtiments, toutes ces belles propriétés, petits palais alépins dont je vous parlais, quand ils sont touchés au quart, au 5e, on a suffisamment d'informations pour pouvoir les remettre en état et pour pouvoir récupérer les blocs qui peuvent l'être dans les cours. Bon. Le grand élément emblématique qui a été fortement détruit, c'est le minaret de la Grande Mosquée. Et c'est pas possible donc de pouvoir... Les blocs sont en bas, beaucoup sont récupérables, mais là c'est un élément entier qui a été détruit. Donc là il y a une question éthique, comment reconstruire, parce qu'il faudra le reconstruire, c'est hautement symbolique, mais comment le reconstruire? Sachant qu'il y avait déjà eu des interventions d'ingénieurs de l'UNESCO il y a 10 ans, certaines approches faisaient polémique, donc il faut vraiment prendre le temps de la réflexion et ne pas aller trop vite pour reconstruire ce symbole. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, restez avec nous pour la suite et la dernière partie de notre interview de monsieur Bruno Deslandes, juste après la pub. Arabelle FM. De parler de mon minaret, parce que c'est vraiment le patrimoine des Alépins et patrimoine mondial. Mais pour dire que c'est un symbole à l'échelle nationale et internationale, et qu'il ne faut pas se presser de vouloir reconstruire cet élément qui a été entièrement détruit, et étudier correctement comment il a été endommagé. Peu importe quel belligérant dans le conflit l'a fait, mais est-ce que les consolidations qui avaient été réalisées il y a 10 ans, qui avaient mis en tension cet élément structurel, ne l'ont pas par hasard quelque part affaibli? Donc il ne faut pas reproduire certaines erreurs et bien considérer tous les aspects. Très bien. Et donc votre institution Art Graphique et Patrimoine agit sur les patrimoines en péril. Donc vous allez à chaque fois, une fois que c'est trop tard, ou... Non, pas uniquement, puisque c'est une structure qui documente d'abord. En France, a documenté les 2000 monuments les plus importants français, le Louvre, Versailles, Mont-Saint-Michel, Notre-Dame, tout ce que vous pouvez imaginer, et fait de même dans de nombreuses régions du monde. Donc l'idée est de documenter avant les conflits. D'accord. Sachant que quand un élément est détruit, nous avons les informations nécessaires pour pouvoir intervenir derrière, et ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle se trouvaient les Bouddhas de Bamiyan il y a une dizaine d'années, où malheureusement ça a été une perte quasi irréparable. Donc documenter au maximum avant, documenter après bien évidemment pour aider aux interventions, et ce qui est également un peu perdu de vue par certaines structures telles que l'UNESCO ou autres, c'est également intervenir durant les conflits armés. Il y a ce que l'on appelle la Convention de La Haye de 1954 qui gère les interventions et les protections du patrimoine culturel pendant les conflits armés. Et effectivement, depuis Bamiyan, où on se pense que les belligérants ne sont plus complètement identifiés, on parle de guerre asymétrique, ne rentrent plus dans le cadre de cette convention. Donc il y a effectivement peut-être des choses à revoir pour que les équipes soient présentes toujours pendant les conflits. Et donc, vos documentations sont disponibles en fait au pays, ou bien vous êtes uniquement envers les institutions internationales? Non, effectivement, nous sommes financés par les structures internationales, mais c'est un principe de base pour nous, c'est de délivrer avant même de quitter le pays l'intégralité des données, avant même qu'elles soient exploitées. On les transmet également après les avoir exploitées, et impliquer les équipes locales dans nos travaux.
Donc, soit sous forme de formation, soit si les personnes ont déjà une expérience, nous aider. Je crois qu'il est grand temps de passer l'approche coloniale sur cette partie du monde. Et vraiment, le travail est pour les Syriens d'abord, et les Alépins. Eh bien, vous transmettrez nos salutations aux Alépins quand justement vous allez y retourner. Peut-être vous y retournerez avant nous. Donc, pour tout vous dire, je crois que l'émission est suivie par certains d'entre eux aujourd'hui. Alors, بنسلم عليهم أهلا بحلب حلب أم المحاشي والكباب. Donc voilà, merci beaucoup Monsieur Deslandes pour votre point de vue et toutes ces informations extrêmement intéressantes sur Alep et au-delà. Et chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un merveilleux moment en notre compagnie, que vous avez beaucoup appris aussi, comme on vient d'apprendre nous aussi. Et je laisse la fin à Majouline. Et moi, je vous salue tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et on va écouter dans les dernières minutes de notre émission le grand Sabah Fakhri de Halab, justement, qui résonnera aux oreilles de tous nos Alépins qui nous suivent aujourd'hui.